Tout de suite, dans un sujet géopolitique absolument fascinant, oubliez un instant les grandes puissances mondiales, on va parler d'un micro-État niché en plein cœur des Pyrénées, la principauté d'Andorre. Et croyez-moi, en cette année 2026, ce n'est vraiment plus juste une destination pour le ski ou une curiosité sur une carte géographique. C'est carrément un laboratoire à ciel ouvert. On y trouve un mélange improbable de traditions vieilles de plusieurs siècles, de montagnes de capitaux internationaux et d'une inéluctable marche vers l'intégration européenne. Bref, une vraie anomalie politique en pleine métamorphose qu'on va décortiquer ensemble. Au programme de ce décryptage, d'abord un statut politique complètement unique, ensuite l'attractivité de cet aimant fiscal européen, la crise du logement qui frappe le pays, le débat ultra sensible sur l'avortement et pour finir, le grand destin européen de l'Andorre. Chapitre 1. Un statut politique unique. Regardons de plus près cette fameuse réalité géopolitique. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir sur la visite d'Emmanuel Macron fin avril 2026. Et attention, ce n'était pas du tout une simple visite de courtoisie pour boire un café entre voisins. Pas du tout. C'était un véritable devoir constitutionnel. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Andorre, même si c'est une démocratie parlementaire très moderne, possède une caractéristique institutionnelle, disons, rarissime. Le pays est dirigé par 2 chefs d'État en même temps. C'est un système purement ancestral, littéralement gravé dans le marbre de leur constitution de 1993. Et l'identité de ces 2 figures, c'est là que ça donne un peu le vertige, diplomatiquement parlant. D'un côté, on a le président de la République française. De l'autre, l'évêque d'Urgell, un dignitaire de l'Église catholique espagnole. Oui, ces 2 hommes sont, de manière conjointe et indivisible, les coprinces de cette nation de 77 000 habitants. C'est un véritable exorcisme d'équilibriste. Imaginez un peu la politique ultra-laïque d'une puissance comme la France, qui doit composer directement avec le Vatican pour co-diriger un micro-État souverain. Plutôt dingue, non ? On passe au chapitre 2, l'aimant fiscal européen. On va essayer de comprendre ce qui attire tant les capitaux aujourd'hui. Pendant très longtemps, on a eu cette image un peu cliché de l'Andorre comme la petite halte sympa pour faire le plein de tabac et d'alcool détaxé. Sauf que cette époque est complètement révolue. La principauté a muté pour devenir un hub de gestion de patrimoine ultra sophistiqué. Et le chiffre magique derrière cette transformation, c'est 10%. C'est tout simplement le plafond absolu de l'impôt sur le revenu. Et ça va même plus loin. Pour un consultant qui gagnerait, disons, 70 000 € par an, l'impôt effectif peut tomber à environ 6,1%. Autant dire que c'est une architecture taillée sur mesure pour attirer les entrepreneurs de la tech, les sportifs de haut niveau ou les retraités très aisés. Et la force de frappe ne s'arrête pas là. Les taux parlent d'eux-mêmes. La TVA locale plafonne à 4,5%, ce qui en fait la plus basse d'Europe. L'impôt sur la fortune, totalement inexistant. Les droits de succession, 0%. Alors, soyons clairs, l'Andorre n'est plus du tout le fameux paradis fiscal opaque du passé. Aujourd'hui, elle joue le jeu de l'échange automatique d'informations avec la France et l'Espagne. Mais voilà, même en respectant les règles internationales, ses avantages structurels restent absolument imbattables comparés à ses grands voisins. Mais tout ça nous amène inévitablement à nous poser une question de fond. Ce flux ininterrompu de millions d'investisseurs et de nouveaux résidents au pouvoir d'achat astronomique, quel est le véritable prix de cette prospérité pour la population locale ? Ce qui nous amène au chapitre 3, la crise du logement, ou quand le système commence à se fissurer sérieusement. Pour tout vous dire, lors de la fameuse visite d'Emmanuel Macron, le contraste dans les rues était saisissant. On avait le protocole diplomatique impeccable d'un côté et de l'autre, des rues parsemées de pancartes dénonçant la flambée incontrôlable des loyers. Cette crise a pris une telle ampleur qu'elle impacte carrément la macroéconomie du pays. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. La croissance économique, qui était au beau fixe à 2,9% en 2025, devrait sérieusement freiner pour tomber à 1,5% d'ici 2030. Le coupable ? Un manque cruel de logements abordables qui est littéralement en train d'asphyxier le marché du travail. En fait, c'est un cercle vicieux implacable. Oui, la richesse attire le capital, mais elle expulse violemment la force de travail. Gardons en tête qu'on parle d'un territoire enclavé de seulement 468 km². La pression foncière y est à son paroxysme. Les loyers explosent, ce qui fait que les employés locaux sont poussés toujours plus loin vers la périphérie. Conséquence directe, les petites entreprises n'arrivent tout simplement plus à recruter. C'est un véritable goulot d'étranglement démographique et économique, et le gouvernement tente aujourd'hui de freiner la machine en urgence. Chapitre 4, le débat sur l'avortement. Un obstacle politique pour le moins inattendu. Parce qu'au-delà de l'économie, il y a une tension sociale très profonde qui illustre à la perfection le casse-tête institutionnel de ce pays. On le disait, le président français est coprince d'Andorre. Et sur le sujet des droits des femmes, il a dû marcher sur des œufs diplomatiques. Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré « Je souhaite avec affection que ce débat progresse ». C'est une petite phrase ultra pesée. La stratégie est claire.
afficher un soutien de principe, mais sans donner l'impression de dicter la loi depuis l'Élysée, ni venir court-circuiter un processus législatif qui est strictement souverain. Et il faut savoir que la réalité juridique là-bas est l'une des plus dures de tout le continent européen. C'est une interdiction pure et simple de l'avortement, quelles que soient les circonstances, même en cas de viol, d'inceste ou de danger vital pour la mère. Sur le papier, les peines vont jusqu'à 6 mois de prison pour les femmes et 3 ans de prison avec interdiction d'exercer pour les médecins. Le chef du gouvernement, Xavier Espot, a bien pour objectif de dépénaliser l'avortement d'ici 1 an. Mais le vrai blocage n'est pas qu'une histoire de conservatisme, c'est un verrou institutionnel redoutable. Si l'Andorre légalisait pleinement l'avortement, l'évêque d'Urgell, l'autre coprince, pourrait être forcé par le Vatican d'abdiquer. Et ça risquerait tout bonnement de faire s'effondrer la Constitution de 1993. Ce qui nous amène à notre dernier point. Chapitre 5, le destin européen de l'Andorre et l'accord d'association. Face à tous ces défis, comment ce pays peut-il garantir sa stabilité future tout en continuant à se moderniser ? Eh bien, la solution semble se trouver du côté de Bruxelles. Et ce n'est pas du tout une décision prise sur un coup de tête, c'est l'aboutissement méticuleux de plus de 30 ans de diplomatie. De l'union douanière en 1990, en passant par l'accord monétaire de 2011 qui a amené l'euro dans les poches des Andorrans, on arrive aujourd'hui à cet accord d'association en 2026. C'est une progression presque chirurgicale pour s'intégrer au marché intérieur européen sans pour autant franchir la ligne de devenir un État membre classique. Devant le Conseil général, l'argumentaire du chef du gouvernement Xavier Espot a été particulièrement franc. Il a martelé que l'Andorre ne pouvait tout simplement plus se contenter de vivre éternellement sur ses secteurs historiques, comme le tourisme, le commerce détaxé ou la construction, qui frôlent la saturation. Cette espèce de mono-économie rend la principauté extrêmement vulnérable aux chocs mondiaux. Et c'est une leçon qui a coûté cher lors de la crise financière de 2008, puis pendant la pandémie. Du coup, cet accord d'association, c'est un vrai travail d'orfèvre politique, fait de compromis millimétrés. D'un côté, l'Andorre décroche un accès en or au gigantesque marché unique pour ses entreprises, avec en prime la fin des frais d'itinérance téléphonique d'ici 7 ans. C'est du très concret. Mais en échange, le pays s'est battu pour garder des protections inédites. Une transition étalée sur 30 ans pour intégrer le secteur hypersensible du tabac à l'union douanière, et surtout, le droit exceptionnel de maintenir des quotas d'immigration très stricts pour protéger son équilibre sur place. Au final, toute cette analyse nous laisse avec une question en suspens. Ce micro-État va-t-il réussir ce véritable tour de force ? Équilibrer d'un côté ses traditions très isolées et son modèle fiscal ultra lucratif, et de l'autre, les immenses exigences d'un avenir européen moderne. C'est tout simplement le défi de la décennie pour l'Andorre. Un exercice de haute voltige géopolitique dont le dénouement pourrait bien redéfinir la place des petits États dans l'Europe de demain. En tout cas, c'est une affaire à suivre de très près.